tu es nul, comme ton père, m'a dit ma mère en léguant sa fortune à mes sœurs. J'ai eu les vieilleries de papa, dont une mallette avec une carte de visite d'une banque. 20 ans après, un appel a débloqué son compte, révélant un montant qui a changé ma vie. Je m'appelle Bénédicte Dubois, j'ai 32 ans, et j'ai toujours été la déception de la famille. Quand mon père est décédé le mois dernier, je n'attendais rien de son testament. Mes sœurs, Olivia et Vanessa, ont toujours été les préférées de maman, celles qui réussissaient. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était d'être publiquement humiliée lorsque maman leur a donné 15 millions d'euros chacune, alors que je n'ai reçu que la vieille mallette de papa. Je ne savais pas que cette mallette en cuir poussiéreuse allait complètement transformer ma vie du jour au lendemain. Le jour de la lecture du testament était inhabituellement lumineux pour un mois de novembre à Paris. Je me souviens avoir plissé les yeux en entrant dans l'imposant bâtiment de verre abritant le cabinet de l'avocat de mon père. Tout chez Moreau et Associés criait la vieille fortune, des boiseries en acajou aux peintures à l'huile des associés fondateurs au visage sévère. Je me sentais déplacé dans ma simple robe noire de la saison passée, surtout quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et que j'ai aperçu mes sœurs déjà assises dans la salle d'attente. Olivia, 39 ans, avait tout de la banquière d'affaires qu'elle était dans son tailleur Chanel, sa montre en platine scintillant alors qu'elle vérifiait ses emails. Vanessa, 28 ans, faisait défiler son téléphone, son sac à main de créateur valant plus de 3 mois de mon loyer. Aucune des deux n'a levé les yeux quand je suis entré. « Tu es en retard », a dit froidement ma mère, Éléonore, sans prendre la peine de me saluer. À 65 ans, elle restait d'une élégance intimidante, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. Nous attendons depuis 15 minutes. Désolé, ai-je marmonné, en prenant le siège le plus éloigné d'elle. Le bus était en retard. Olivia a levé les yeux. Tu prends encore les transports en commun, mon Dieu. Béné, quand vas-tu grandir et t'acheter une vraie voiture? J'ai ravalé une répartie. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour lui rappeler que mon salaire de graphiste couvrait à peine mon studio, sans parler des véhicules de luxe. De plus, nous savions toutes pourquoi nous étions là. Ma relation avec ma mère avait toujours été tendue. En grandissant, rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Mon 18/20 était questionné, tandis que le 13/20 d'Olivia était célébré. Ma bourse d'études en art était méprisée, tandis que l'admission de Vanessa dans une faculté moins prestigieuse où son petit ami étudiait était traitée comme un prix Nobel. Papa était le seul à m'avoir jamais vu. Vraiment vu. Mais il voyageait constamment pour affaires, me laissant affronter seul la déception perpétuelle de maman. « Maître Moreau va vous recevoir maintenant », annonça la réceptionniste, interrompant heureusement mes pensées. Le bureau de l'avocat était encore plus imposant que le hall d'entrée, avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur les toits de Paris, un bureau qui aurait pu accueillir confortablement 8 personnes. Maître Moreau lui-même était un petit homme avec des lunettes cerclées de fils et un sourire sympathique qui semblait sincère quand il m'a serré la main. Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons procéder à la lecture des dernières volontés et du testament de Charles Dubois. Il commença, en mettant ses lunettes et en ouvrant un coûteux portefeuille en cuir. Je me suis concentré sur un point juste derrière son épaule, me préparant. Papa était parti depuis près d'un mois, mais le choc ne s'était pas estompé. Crise cardiaque, avait-il dit. Sans avertissement. 1 minute, il jouait au golf, la minute suivante, il n'était plus là. 68 ans. À mon épouse, Éléonore Dubois, je lègue notre maison familiale à Saint-Germain-en-Laye et 50% des produits de la vente des manufactures Dubois, lut Maître Moreau d'un ton monotone. Maman hocha la tête comme si cela ne faisait que confirmer une transaction commerciale. Aucune émotion ne traversa son visage, bien qu'elle ait été mariée à papa pendant 41 ans. À ma fille Olivia Fournier, je lègue 15 millions d'euros provenant de la vente des manufactures Dubois. Olivia sourit d'un air pincé, tapant déjà quelque chose sur son téléphone, calculant probablement comment l'investir, pensais-je. À ma fille Vanessa Dubois. Je lègue également 15 millions d'euros provenant de la vente des manufactures Dubois. Vanessa poussa un cri aigu, agrippant le bras de maman. L'appartement à Paris est à moi, et je réserve ce voyage en yacht dont nous avons parlé. Je me suis agité inconfortablement, étudiant mes ballerines usées. Ça y est, pensais-je. Peut-être un petit fonds en fiducie, assez pour rembourser mes prêts étudiants au moins. Papa avait toujours encouragé mes ambitions artistiques, même quand maman les qualifiait de perte de temps. Et à ma fille, Bénédicte Dubois, continua Maître Moreau, sa voix s'adoucissant légèrement.
Je lègue mes effets personnels, principalement ma mallette et son contenu, actuellement conservé dans le coffre-fort de mon bureau à la maison. Le silence était assourdissant. J'ai levé les yeux, certaine d'avoir mal entendu. C'est tout, ai-je finalement réussi à dire. Maître Moreau semblait mal à l'aise. Oui, c'est l'étendue de votre héritage tel que spécifié dans le testament. Le rire de ma mère était comme de la glace qui se fissure. Sans valeur, tout comme ton père, dit-elle, sans prendre la peine de baisser la voix. Certaines personnes ne méritent tout simplement pas plus. Olivia eut la décence de paraître légèrement embarrassée. Mais Vanessa ricana ouvertement. Qu'y a-t-il dans la mallette, Béné? Des rêves brisés et des promesses vides. Ça te ressemble bien. Je sentis mon visage brûler d'humiliation. L'avocat se racla la gorge, clairement mal à l'aise avec le drame familial qui se déroulait dans son bureau. Il y a quelques dispositions supplémentaires concernant des dons de bienfaisance. Mais je n'écoutais plus. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à tout cela. Papa et moi avions été proches. Il avait assisté à toutes mes expositions d'art, m'avait encouragé lorsque j'avais lancé ma petite entreprise de design. M'appelait au moins une fois par semaine juste pour discuter. Pourquoi me laisserait-il rien d'autre qu'une vieille mallette? Cela n'avait aucun sens. Bénédicte, demanda Maître Moreau, voulez-vous prendre la mallette aujourd'hui ou la faire livrer, dit sèchement Olivia, interrompant mes pensées. Je la prends, dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais. Quel que soit ce jeu, je voulais le comprendre maintenant. Maître Moreau hocha la tête et appuya sur un bouton d'interphone. Quelques minutes plus tard, son assistante entra, portant une mallette en cuir marron usé qui avait accompagné mon père partout aussi longtemps que je m'en souvienne. Elle semblait petite et triste, posée sur l'immense bureau. Eh bien, cela a été instructif, dit ma mère en se levant et en lissant sa jupe. Les filles, si nous allions déjeuner au club pour discuter des stratégies d'investissement? Je les ai regardées partir sans un regard en arrière, la mallette lourde dans mes mains. Malgré tout, une petite partie de moi ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait quelque chose de plus dans cet héritage qu'il n'y paraissait. Mon appartement semblait plus vide que d'habitude à mon retour du bureau de l'avocat. La décoration shabby chic qui me semblait normalement chaleureuse paraissait maintenant simplement miteuse. J'ai laissé tomber mes clés sur la petite table près de la porte et j'ai posé la mallette de mon père sur la table basse, la fixant comme si elle pouvait soudainement s'expliquer. Dehors, la pluie se mit à crépiter contre les fenêtres de mon appartement du 12e étage en accord avec mon humeur. J'ai versé un verre de vin, du genre bon marché qui vient en cubis, et je me suis enfoncé dans mon canapé d'occasion, toujours dans mes vêtements de deuil. La mallette était là, usée et patinée par des décennies d'utilisation. Je me souvenais de tant de moments avec ce compagnon constant de mon père, le regardant la déverrouiller sur la table de la salle à manger pour examiner des papiers, la voyant à ses côtés alors qu'il m'apprenait à pêcher à notre petite maison de campagne quand j'avais 9 ans, l'apercevant au fond de l'auditorium quand il s'était glissé en retard à mon exposition d'art universitaire après être rentré plus tôt d'un voyage d'affaires en Asie. « À quoi pensais-tu, papa » ai-je murmuré, passant mes doigts sur le cuir craquelé. La serrure à combinaison avait des chiffres effacés, mais elle cliquait encore solidement alors que je la tournais pour essayer. Quelle pouvait être la combinaison? J'ai essayé l'évidence. Son anniversaire, le 22 mars 1957. Rien. L'anniversaire de ma mère, le 15 mai. Toujours verrouillé. La date de leur rencontre, le 12 juin 1982. Pas de chance. J'ai siroté mon vin, pensant que papa avait toujours dit que les jours les plus importants de sa vie étaient ceux de la naissance de chacune de ses filles. J'ai d'abord essayé l'anniversaire d'Olivia, le 30 septembre 1986. Rien. Puis celui de Vanessa, le 17 novembre 1997. Toujours verrouillé. Finalement, j'ai essayé le mien. Le 8 avril 1993. Les verrous s'ouvrirent avec un déclic. Quelque chose de chaud se répandit dans ma poitrine. Quoi que ce fût, papa l'avait spécifiquement destiné à moi. La combinaison de sa mallette sacrée était ma date de naissance. Cela devait signifier quelque chose. Les mains légèrement tremblantes, j'ai ouvert la mallette, ne sachant pas à quoi m'attendre. Des documents révélateurs, une fortune secrète. Au lieu de cela, j'ai trouvé ce qui semblait être des babioles sentimentales, une pile de vieilles photographies maintenues par un élastique, des coupures de journaux sur diverses expositions d'art, dont plusieurs présentant mon travail,
son stylo plume préféré que je lui avais offert pour Noël il y a 3 ans, et une vieille montre qui avait appartenu à son père. J'ai regardé attentivement les photographies. Beaucoup étaient de moi à différents âges. Moi brandissant une peinture au doigt à la maternelle. Moi à la remise de mon diplôme de lycée. Moi ouvrant ma lettre d'acceptation à l'école d'art. Sur chacune d'elles, la fierté sur le visage de mon père était indubitable. Les coupures de journaux étaient également axées sur les réussites, principalement les miennes, mais aussi plusieurs sur Olivia et Vanessa. Il avait été fier de nous toutes, semblait-il, bien que la balance des coupures favorisait nettement mes modestes accomplissements par rapport à ceux, plus prestigieux, de mes sœurs. C'était touchant, mais loin de valoir 15 millions d'euros. J'ai vérifié les poches intérieures, rien d'autre que quelques cartes de visite de divers contacts, la plupart obsolètes. J'ai passé mes mains le long de l'intérieur, cherchant quelque chose de caché, et je me suis arrêté quand j'ai senti quelque chose d'inhabituel dans la doublure, un léger renflement qui ne correspondait pas au reste du matériau. En examinant de plus près, j'ai découvert un compartiment caché, expertement cousu dans la doublure. C'était presque imperceptible à moins de le chercher. Avec des doigts précautionneux, j'ai réussi à ouvrir la fermeture éclair cachée et j'ai glissé ma main à l'intérieur. Une seule carte de visite en est sortie. Valois et Associés, banque privée, Genève. C'était écrit en lettres élégantes en relief. La carte était en papier cartonné épais, clairement coûteux, avec juste un numéro de téléphone sous le nom de l'entreprise. Pas d'adresse, pas de mail, pas de site web. Et au dos, de l'écriture distinctive de mon père, quand le moment sera venu, appelle ce numéro. Ne fais confiance à personne d'autre. J'ai retourné la carte, l'examinant à plusieurs reprises sous tous les angles. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce une sorte de blague? Une dernière énigme d'un homme qui avait toujours aimé les puzzles et les leçons de vie. Ce ne peut pas être tout ce qu'il y a, ai-je dit à mon appartement vide. J'ai fouillé la mallette à nouveau, plus minutieusement cette fois, vérifiant chaque couture et chaque coin. Rien d'autre, juste cette carte mystérieuse avec un numéro de téléphone de Genève et des instructions cryptiques. Mon téléphone a vibré avec un texto. Olivia, maman organise un dîner de planification d'avenir demain soir. Ne te donne pas la peine de venir puisque tu n'as pas d'avenir à planifier. Profite de la mallette. Un autre texto a suivi immédiatement de Vanessa, je fais du shopping pour mon appartement parisien demain. Tu veux venir porter mes sacs? Oh, attends. Tu es fauché. Lol. J'ai éteint mon téléphone et l'ai jeté de côté. La colère et la douleur bouillonnaient en moi. 24 heures plus tôt, j'avais un père et au moins l'illusion d'une famille, aussi imparfaite soit-elle. Maintenant, je n'avais ni l'un ni l'autre, juste une mallette pleine de souvenirs et une mystérieuse carte de visite. J'ai fixé le numéro de téléphone sur la carte. Devrais-je appeler? Et si cela menait à plus de déception? Mais d'un autre côté, qu'avais-je à perdre? La lumière du matin filtrait à travers mes stores, me réveillant d'un sommeil agité sur le canapé. Je m'étais endormi encore dans ma robe de la veille. La mallette ouverte à côté de moi, son contenu éparpillé sur ma table basse. La carte de visite reposait innocemment parmi eux, ce numéro de téléphone de Genève semblant grossir à mesure que je le regardais. Mon téléphone a de nouveau vibré. 11 appels manqués pendant la nuit. 3 de ma mère, 5 d'Olivia et 3 de Vanessa. Une notification de messagerie vocale clignotait avec insistance. J'ai appuyé sur lecture et j'ai tenu le téléphone légèrement éloigné de mon oreille, me préparant. Béné, c'est Olivia. Je voulais juste te faire savoir que j'ai versé un acompte sur cette maison d'été à Saint-Tropez que j'avais en vue. 15 millions, ça ouvre vraiment des portes. Peut-être que si tu es gentille, je te laisserai visiter les quartiers des domestiques un jour. Oh, et mère veut savoir si tu vas rendre ces boucles d'oreilles en perles que papa t'a offertes pour ton 21e anniversaire. Elle dit qu'elles étaient en fait les siennes et qu'elle l'a juste laissé prétendre que c'était son cadeau pour toi. Ciao. Supprimé. Salut, Béné. C'est Vanessa. Devine quoi? Je viens de réserver des billets en première classe pour Paris pour tout mon groupe d'amis. Nous célébrons ma nouvelle richesse avec une virée shopping sur les Champs-Élysées. Désolé que tu ne puisses pas venir. Je sais à quel point tu as toujours voulu voir Paris. Peut-être que tu pourras économiser pendant les 20 prochaines années. Je t'aime. Supprimé. Bénédicte, c'est ta mère.
J'ai besoin de la collection de livres en édition originale de papa pour la vente de la succession. Je sais que tu les as probablement pris puisque tu te faufilais toujours dans sa bibliothèque. Apporte-les chez moi avant vendredi ou je demanderai à mon avocat de te contacter. Je n'avais pris aucun livre et nous le savions toutes les deux. Supprimé. Le dernier message n'était qu'une respiration, puis un clic lorsque quelqu'un a raccroché. En vérifiant le numéro, j'ai vu qu'il venait de nouveau de ma mère. Comportement passif-agressif typique. J'ai fait du café et j'ai pris une douche, essayant de me vider la tête. Pendant que l'eau chaude coulait sur moi, je n'arrêtais pas de penser à la carte de visite. Et si ce n'était qu'une autre des leçons de vie de papa? Il aimait beaucoup nous enseigner la déception et la persévérance. Serait-ce une quête vaine conçue pour m'apprendre quelque chose sur le lâcher-prise? Mais la combinaison de la mallette était ma date de naissance. Cela devait signifier quelque chose. Enveloppé dans une serviette, les cheveux dégoulinants, j'ai de nouveau fixé la carte. Quand le moment sera venu, appelle ce numéro. Ne fais confiance à personne d'autre. Le moment était-il venu maintenant, avec papa parti et la famille fracturée au-delà de toute réparation? Avant de pouvoir trop réfléchir, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une voix de femme, nette et professionnelle, ne réponde. Valois et Associés, banque privée. Comment puis-je vous aider? Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un réponde réellement. Pendant un moment, je suis resté sans voix. Bonjour, Valois et Associés, a répété la voix. Oui, désolé, ai-je balbutié. Je m'appelle Bénédicte Dubois. Charles Dubois était mon père. Il m'a laissé une carte avec ce numéro. Il y eut une pause. Puis la voix de la réceptionniste prit un ton différent, plus alerte, presque excitée. Mademoiselle Dubois. Oui. Pourriez-vous vérifier votre date de naissance pour des raisons de sécurité? Le 8 avril 1993. Ai-je répondu, confuse mais obtempérant. Et le nom de jeune fille de votre mère? Lambert. Éléonore Lambert. Un instant, s'il vous plaît. La ligne fut remplie de musique classique pendant près d'une minute avant qu'une voix différente ne se fasse entendre. Masculine, plus âgée, distinguée. Mademoiselle Dubois, ici Philippe Valois. J'attendais votre appel. Il semblait sincèrement heureux, ce qui ne fit que me troubler davantage. Vous attendiez? En effet. Nous attendons cet appel depuis 20 ans. Votre père a pris des dispositions très spécifiques, laissé des instructions très précises. Mon cœur commença à s'emballer. Quel genre de dispositions? Je crains de ne pas pouvoir en discuter par téléphone, Mademoiselle Dubois. Protocole de sécurité. Mais votre père a été très clair, lorsque vous nous contacteriez, nous devions organiser votre visite à notre bureau de Genève immédiatement. Demain vous conviendrait-il? Nous aurons une voiture qui vous attendra à l'aéroport de Genève si vous pouvez prendre le vol de 16h30 depuis Charles de Gaulle. Mon esprit s'emballait. Était-ce légitime? Quelqu'un me jouait-il un tour élaboré? Mais comment aurait-il pu connaître la carte dans la mallette de papa? Mademoiselle Dubois, êtes-vous toujours là? Oui, désolé. C'est juste. Inattendu. Je comprends tout à fait. Votre père m'avait prévenu que vous pourriez être surprise. Il y avait de la chaleur dans sa voix, presque de l'affection. Il parlait souvent de vous. Vous savez, cela m'a prise au dépourvu. En effet. Mais encore une fois, je ne peux vraiment pas en dire plus sur une ligne non sécurisée. Pouvons-nous vous attendre demain? Toutes les dépenses seront couvertes, bien sûr. J'ai jeté un coup d'œil à mon appartement, à la pile de factures impayées sur mon comptoir de cuisine, à la mallette qui avait bouleversé mon monde. Que avais-je à perdre? Oui, ai-je finalement dit. Je serai sur ce vol. Excellent. Une dernière chose, Mademoiselle Dubois. Votre père a été explicite sur ce point. Ne parlez de votre voyage ou de cette conversation à personne. Ni à vos sœurs, ni à votre mère, à personne. Comprenez-vous? Un frisson me parcourut l'échine. Oui, je comprends. Très bien. Nous nous réjouissons de vous rencontrer demain. Un billet vous attendra au comptoir d'Air France à votre nom. Après avoir raccroché, je suis resté assise, immobile, pendant plusieurs minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Soit j'étais victime d'une arnaque élaborée,
soit mon père m'avait laissé quelque chose d'important à Genève, quelque chose qui nécessitait le secret et des protocoles de sécurité. J'ai vérifié mon compte en banque, un peu plus de 800 €. Si c'était une quête vaine, je serais presque ruiné après avoir couvert les dépenses imprévues. Mais l'alternative, ignorer peut-être la dernière communication de mon père, était impensable. J'ai appelé mon patron à l'agence de design, inventé une histoire d'urgence familiale et demandé 2 jours de congé. Puis j'ai fait un petit sac, juste assez pour un voyage d'une nuit. Quoi que ce soit qui m'attendait à Genève, je l'affronterais de front, comme papa l'aurait voulu. Le vol pour Genève semblait à la fois interminable et trop rapide. J'ai passé la plupart du temps à regarder par le hublot, observant les nuages dériver, et me demandant si je ne faisais pas une erreur colossale. Conformément à la parole de Monsieur Valois, un billet en première classe m'attendait au comptoir d'enregistrement la première fois que je volais autrement qu'en classe économique, et même cela était rare. Comme promis, un chauffeur tenant une pancarte avec Dubois attendait à ma sortie du terminal. Il était professionnel et discret, chargeant ma seule petite valise dans une élégante berline noire sans conversation superflue. Genève était impressionnante, une ville d'affaires internationale, les rues bordées de banques privées et de boutiques de luxe. Si différente de mon coin tranquille de Paris, l'énergie y était palpable, presque électrique. Tout au long de mon enfance, papa avait fait de fréquents voyages d'affaires à Genève. Il revenait toujours avec de petits cadeaux pour moi, du matériel d'art de magasins spécialisés, des livres rares sur des artistes femmes oubliées, une fois même une minuscule boule à neige du jet d'eau. Maman avait toujours semblé irritée par ces voyages, les qualifiant de dispendieux et inutiles, surtout lorsqu'ils coïncidaient avec des événements sociaux importants à la maison. Ton père prétend que ces voyages sont cruciaux pour les affaires, s'était-elle plainte une fois quand j'avais environ 12 ans, ne réalisant pas que je pouvais l'entendre depuis le couloir. Mais les manufactures Dubois n'ont pas de clients importants en Suisse. Il y va juste pour échapper à ses responsabilités. Maintenant, alors que la voiture serpentait dans la circulation de Genève, je me demandais ce qui avait vraiment amené papa ici toutes ces fois. Avait-il rendu visite à Valois et associés, mettant en place l'arrangement mystérieux qui m'attendait maintenant? La voiture s'arrêta finalement devant un bâtiment discret dans le quartier des banques. Aucune enseigne n'indiquait quelles entreprises opéraient à l'intérieur, juste un numéro de rue en lettres de laiton discrètes. Nous sommes arrivés, mademoiselle Dubois, annonça le chauffeur en ouvrant ma portière. 17e étage. Quelqu'un vous attend. Le hall était élégant mais sobre, sol en marbre, murs lambrissés, un bureau de sécurité avec 2 gardes qui ressemblaient plus à des forces spéciales qu'à des réceptionnistes. Je m'approchai nerveusement, donnai mon nom et fus surprise quand ils hochèrent immédiatement la tête en signe de reconnaissance. Mademoiselle Dubois, nous vous attendions. Veuillez placer vos affaires sur le scanner et passer par le détecteur de métaux. La sécurité était stricte, plus comme entrer dans une installation gouvernementale que dans une banque. Après avoir passé le contrôle de sécurité, on m'escorta jusqu'à un ascenseur privé qui nécessitait une carte clé pour fonctionner. Le garde qui m'accompagnait appuya sur le bouton du 17e étage sans me consulter, confirmant que j'étais bien attendu. L'ascenseur s'ouvrit sur une réception qui respirait la richesse du vieux monde, des tapis d'Orient sur des parquets, des peintures à l'huile dans des cadres dorés, des meubles qui semblaient appartenir à un musée. C'était opulent mais de bon goût, rien à voir avec les étalages de richesse tapa à accent graveleuil que ma mère affectionnait. Une jeune femme au bureau de la réception sourit chaleureusement. Mademoiselle Dubois, bienvenue chez Valois et Associés. Monsieur Valois est prêt à vous voir. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? De l'eau, du café, du thé. Juste de l'eau, s'il vous plaît. J'ai réussi à dire, la gorge soudainement sèche d'anticipation. Elle me conduisit le long d'un couloir bordé de ce qui semblait être d'authentiques peintures impressionnistes jusqu'à une lourde porte en bois au bout. En marchant, j'ai entendu des bribes de conversation provenant de portes entr'ouvertes. Le portefeuille Dubois a surperformé les attentes pour le 3e trimestre. La fille de Charles Dubois est enfin là, après toutes ces années. Transférer le montant total comme spécifié dans le protocole Dubois. Chaque mention de mon nom de famille envoyait une nouvelle vague de confusion en moi. Quel était cet endroit? Et qu'est-ce que mon père y avait fait? La réceptionniste frappa doucement à la porte au bout du couloir. Entrez, appela une voix de l'intérieur. Le bureau au-delà était spacieux et digne, des étagères remplies de volumes reliés en cuir, un bureau massif en bois sombre, des fenêtres donnant sur le lac Léman. Derrière le bureau était assis un gentleman âgé, peut-être dans la fin de sa soixantaine,
avec une chevelure argentée et des yeux bienveillants derrière des lunettes cerclées de fils. Il se leva à mon entrée, un sourire sincère se dessinant sur son visage. Mademoiselle Dubois. Bénédicte. Enfin, nous nous rencontrons en personne. Je suis Philippe Valois. Sa poignée de main était ferme malgré son âge. Veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Je me suis enfoncé dans le fauteuil en cuir en face de son bureau, serrant mon sac à main avec la carte de visite toujours à l'intérieur, me sentant complètement dépassé. J'imagine que vous avez des questions, dit-il en reprenant son siège. Environ 1 million, ai-je admis. Il hocha la tête pensivement. Avant de commencer, je dois vérifier votre identité une fois de plus. Le protocole, vous comprenez. Avez-vous la carte de visite que votre père vous a laissée? Je l'ai sortie de mon sac et la lui ai tendue. Il l'examina attentivement, puis me la rendit. Et avez-vous une pièce d'identité officielle? J'ai fourni ma carte d'identité, qu'il a scrutée avant de me la rendre avec un hochement de tête satisfait. Excellent. Maintenant, Bénédicte, puis-je vous appeler Bénédicte? Quand j'ai hoché la tête, il a poursuivi, ce que je vais vous dire pourrait être un choc. Êtes-vous préparé à cela? Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Je crois que oui. Monsieur Valois se pencha en arrière dans son fauteuil, les doigts joints devant lui. Votre père, Charles Dubois, était bien plus qu'il n'y paraissait. Monsieur Valois appuya sur un bouton d'interphone sur son bureau. Janet, veuillez apporter les dossiers Dubois et le résumé du portefeuille. Il se tourna vers moi avec un sourire bienveillant. Cela prendra un moment à expliquer correctement. Votre père et moi nous sommes rencontrés à HEC en tant qu'étudiants. Je me suis lancé dans la banque, lui dans l'industrie, mais nous sommes restés des amis proches tout au long de notre vie. La porte s'ouvrit et la réceptionniste entra, portant un épais dossier avec Dubois, Charles, confidentiel estampillé sur la couverture. Elle le posa devant Monsieur Valois et sortit discrètement. Charles est venu me voir en 2003 avec une demande inhabituelle. Monsieur Valois continua en ouvrant le dossier. Il avait fait plusieurs investissements précoces qui avaient exceptionnellement bien performé, des financements de démarrage dans des entreprises qui deviendraient plus tard des géants de la technologie. Plutôt que de consolider ses investissements avec son entreprise familiale et ses autres actifs, il m'a demandé de créer une identité financière distincte pour lui, afin de protéger et de faire fructifier ses investissements spécifiques. Ma confusion devait se lire sur mon visage car il fit une pause. Est-ce que cela vous surprend? Tout dans cette histoire me surprend, ai-je admis. Papa dirigeait les manufactures Dubois. C'était une entreprise prospère, mais rien d'extraordinaire. Juste une PME fabriquant des pièces d'équipement industriel. Les yeux de Monsieur Valois pétillèrent. Ce n'était qu'une facette du sens des affaires de votre père. Charles avait un don extraordinaire pour repérer le potentiel. En 1997, il a investi 100 000 € dans une petite start-up fondée par 2 étudiants de Stanford. Cette entreprise est maintenant l'un des plus grands moteurs de recherche au monde. Mes yeux s'écarquillèrent. En 2000, il a investi dans ce qui était alors une librairie en ligne en difficulté qui tentait de s'étendre à d'autres catégories de vente au détail. En 2001, il a acheté d'importantes actions précoces dans une plateforme de médias sociaux alors qu'elle opérait encore depuis une chambre d'étudiants. Monsieur Valois fit glisser plusieurs relevés financiers sur le bureau vers moi. Tous ces investissements ont été tenus à l'écart de son identité commerciale publique et des finances familiales. Je fixais les documents, essayant de comprendre ce que je voyais. Les chiffres étaient astronomiques. Mais pourquoi ce secret? Pourquoi cacher cela à sa famille? L'expression de Monsieur Valois devint plus sérieuse. C'est là que notre conversation devient plus personnelle. Charles m'a fait part de certaines préoccupations au fil des ans sur la façon dont la richesse affectait la dynamique de sa famille. Il m'a confié que sa femme, votre mère, avait développé certaines attentes en matière de style de vie et de statut qui le troublaient. Je repensais à mon enfance, aux adhésions au country club, aux résidences d'été, à l'ascension sociale constante. Maman avait toujours poussé pour plus grand, meilleur. Votre père m'a dit quelque chose une fois qui m'a marqué, continua Monsieur Valois. Il a dit, l'argent ne change pas les gens, Philippe. Il ne fait que les rendre plus de ce qu'ils étaient déjà. Il était de plus en plus préoccupé par les valeurs inculquées à ses filles. Un souvenir me revint, papa m'emmenant faire du bénévolat dans une soupe populaire quand j'avais 16 ans. Maman et mes sœurs avaient refusé de venir,
qualifiant cela de déprimant et de perte de temps. Papa avait semblé déçu mais pas surpris. Charles a commencé à voir sa richesse à la fois comme une bénédiction et une malédiction potentielle. Monsieur Valois expliqua qu'il voulait s'assurer qu'elle ferait finalement du bien plutôt que du mal. Alors il a créé une fortune distincte, demandai-je, luttant encore pour comprendre. Précisément. L'argent officiel de la famille, les produits des manufactures du bois, étaient substantiels, mais pas extraordinaires. La richesse qu'il a bâtie ici, par l'intermédiaire de Valois et associés, était d'une toute autre ampleur. Monsieur Valois appuya de nouveau sur l'interphone. Janet, veuillez demander à Thomas d'apporter le résumé du compte. Quelques instants plus tard, un jeune homme entra, tenant une tablette. Il tapota l'écran plusieurs fois, puis me la tendit avec un signe de tête respectueux. Je baissai les yeux sur l'écran et me figeai. Le nombre qui me fixait ne pouvait pas être réel. J'ai cligné des yeux, mais il est resté inchangé. 347 millions d'euros. Ma voix sortit en un murmure. 347 622 418,37 € pour être exact. Monsieur Valois confirma. À la clôture du marché d'hier, la tablette glissa de mes doigts, tombant bruyamment sur le bureau. Monsieur Valois la rattrapa en douceur, comme s'il s'attendait à cette réaction. Ce n'est pas possible. Balbutiai-je. Je vous assure que si. Votre père était un investisseur brillant, et ses fonds ont été gérés professionnellement et ont grandi pendant 20 ans. Il rendit la tablette à son assistant, qui sortit tranquillement. Mais l'argent lui-même n'est qu'une partie de l'histoire. Du dossier, il sortit une enveloppe scellée avec mon nom écrit dessus de la main de mon père. Charles a laissé ceci pour vous avec des instructions pour que vous le lisiez en ma présence. Les doigts tremblants, j'acceptai l'enveloppe. Elle semblait lourde, substantielle, comme si elle contenait plus que du simple papier. Prenez votre temps, dit doucement monsieur Valois en se levant de sa chaise. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Il y a un bouton d'appel sur le bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il sortit silencieusement, fermant la porte derrière lui. Seul dans le bureau imposant, je dépliai la lettre et commençai à lire le dernier message de mon père pour moi. Le papier semblait lourd dans mes mains, un papier à lettres coûteux avec l'entête personnelle de mon père. Son écriture m'était aussi familière que la mienne, soignée, délibérée, légèrement inclinée vers la droite. Ma très chère Béné, commençait-elle. Si tu lis cette lettre, c'est que je suis parti et que tu as découvert la carte de visite que je t'ai laissée. Je suis désolé pour ce secret élaboré, mais j'espère qu'après avoir lu ceci, tu comprendras pourquoi c'était nécessaire. Avant tout, sache que je t'aime profondément. De toutes mes filles, tu es la seule qui m'a vraiment vu pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Ce lien a été l'une des plus grandes joies de ma vie. Je suis sûr que tu es confuse et blessée par ce qui semblait être un héritage insultant, une vieille mallette sans valeur, pendant que tes sœurs recevaient des millions. S'il te plaît, comprends que c'était intentionnel et non pour te blesser. Au fil des ans, j'ai observé avec une inquiétude croissante comment la richesse a changé ta mère et, par extension, tes sœurs. Plus nous accumulions, plus elles devenaient exigeantes. Les réussites n'étaient mesurées qu'en euros et la compassion devenait une faiblesse gênante. J'assume ma part de responsabilité dans tout cela. En essayant de subvenir aux besoins de ma famille, j'ai involontairement nourri une obsession croissante pour le statut et la richesse matérielle. Toi, tu étais différente. Depuis l'enfance, tu as valorisé les expériences plutôt que les possessions, les relations plutôt que le statut. Lorsque tu as reçu une bourse pour l'école d'art, tu étais plus fier de la reconnaissance de ton talent que si j'avais simplement payé tes frais de scolarité. Lorsque tu as lutté pour lancer ton entreprise de design, tu as refusé mes offres d'aide financière, déterminé à réussir par tes propres mérites. Ces choix ont déconcerté ta mère et tes sœurs. Mais ils ont confirmé ce que je savais déjà, que toi seul comprenais la vraie valeur des choses. Le compte que Philippe Valois t'a montré représente ma vie financière distincte, des investissements que j'ai faits discrètement au fil des ans, indépendamment des manufactures du bois et à l'insu de ta mère. Cette fortune a grandi au-delà de mes espérances, et j'ai passé des années à réfléchir à la manière de la distribuer de manière responsable. J'aurais pu la diviser à parts égales entre vous, les filles, dans mon testament, mais cela aurait contrecarré son objectif. L'argent qui vient trop facilement est rarement apprécié à sa juste valeur. Au lieu de cela, j'ai conçu un test de caractère, un test que seule une personne qui valorisait les objets sentimentaux plus que le gain financier immédiat réussirait.
La mallette que tu as reçue n'était pas l'héritage. C'était la clé de l'héritage. Seule une personne qui regarderait au-delà de son absence de valeur monétaire pour sa valeur personnelle trouverait le compartiment caché et la carte à l'intérieur. Tes sœurs l'auraient immédiatement jetée ou rangée sans un second regard. Mais je savais que tu l'apprécierais pour ce qu'elle représentait, notre lien. Les fonds détenus par Valois et associés sont maintenant à toi, à quelques conditions que Philippe t'expliquera. J'ai créé plusieurs fondations caritatives que j'aimerais que tu supervises, soutenant l'éducation artistique pour les enfants défavorisés, la conservation de l'environnement et la recherche médicale. Au-delà de ces engagements, tu as une discrétion totale sur les fonds. Un mot d'avertissement, ta mère et tes sœurs découvriront inévitablement cet arrangement. Quand elles le feront, elles se sentiront en droit d'en avoir une part. Elles te culpabiliseront, te manipuleront, peut-être même te menaceront d'une action en justice. Tiens bon. Cet argent vient avec une responsabilité, pas seulement un privilège. Je te fais confiance pour l'utiliser sagement, là où elle ne le ferait pas. Je regrette la douleur que cet arrangement te causera temporairement. L'humiliation publique de la lecture du testament, les commentaires cruels de ta famille. C'étaient des mots nécessaires pour protéger le plan global. Pour cela, je suis vraiment désolé. J'espère que le bien que tu pourras faire avec ces ressources justifiera finalement les moyens. Dans la petite enveloppe, tu trouveras une clé d'un coffre-fort à la Banque nationale de Genève. Il contient des objets de valeur sentimentale que j'ai collectionnés au fil des ans. Tes dessins d'enfance que je gardais dans mon bureau, des photographies, des lettres que tu m'as écrites depuis le camp d'été. Ce sont les vrais trésors de ma vie. Ma fille chérie, je te laisse non seulement une richesse, mais aussi une mission, utiliser ces ressources pour créer un héritage de compassion, de créativité et de changement positif. Sois plus intelligente que moi. Ne laisse pas l'argent te définir ou corrompre ton bel esprit. Je suis si fier de la femme que tu es devenue, non pas pour un quelconque succès financier ou statut social, mais pour ton cœur. Cela a toujours été ton plus grand atout. Avec tout mon amour, papa. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je finissais de lire, brouillant la signature que j'avais vue d'innombrables fois sur des cartes d'anniversaire, des mots pour le déjeuner et des autorisations tout au long de ma vie. La petite enveloppe contenait, comme promis, une clé de coffre-fort avec une étiquette indiquant Banque nationale de Genève. Coffre 142. Je suis resté assise en silence pendant plusieurs minutes, absorbant tout. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, aussi astronomique que soit cette somme. Il s'agissait de la foi de papa en moi, de sa reconnaissance de qui j'étais vraiment. Alors que le reste de ma famille ne m'avait jamais vraiment vu. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Monsieur Valois jeta un coup d'œil, son expression interrogatrice. J'ai hoché la tête et il est revenu s'asseoir en face de moi. Il a tout expliqué, dis-je en repliant soigneusement la lettre. Je m'y attendais. Monsieur Valois sourit gentiment. Charles a toujours été minutieux. Avez-vous des questions pour moi sur les arrangements? D'innombrables, ai-je admis. Mais d'abord, pourquoi ne m'a-t-il pas simplement parlé de tout ça de son vivant? Monsieur Valois y réfléchit. Votre père croyait que le caractère se révèle, il ne se déclare pas. Il voulait voir comment ses filles se développeraient naturellement, sans l'influence de la connaissance de cette fortune distincte. Il craignait que même vous puissiez être changé par la connaissance d'une telle richesse vous attendant. Cela ressemblait à papa, toujours en train d'enseigner, d'observer, de trouver des leçons en tout. Les fondations qu'il a mentionnées, pouvez-vous m'en dire plus? Pendant l'heure qui a suivi, Monsieur Valois m'a expliqué la structure que mon père avait créée, 3 fondations caritatives déjà établies, mais en sommeil jusqu'à ce que je prenne le contrôle, des comptes d'investissement, des propriétés dans 3 pays, et des instructions détaillées sur la gestion de tout cela. Quand nous avons terminé, le paysage de Genève au dehors était illuminé contre le ciel nocturne, un témoignage étincelant d'ambition et de richesse. C'est écrasant, ai-je avoué. Ce le serait pour n'importe qui, convint Monsieur Valois. Mais Charles était confiant en votre capacité à gérer cela. Il parlait souvent de vous et avec une grande fierté. Il ne vous a jamais mentionné, ni rien de tout cela. Le secret était essentiel à son plan. Même moi, je ne connaissais pas toute l'étendue de sa stratégie avant sa mort. Monsieur Valois ferma le dossier et le poussa vers moi. Ceci est maintenant à vous. Examinez-le à votre guise. Mon équipe et moi sommes à votre disposition pour toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin. Merci, dis-je, me sentant encore quelque peu détaché de la réalité.
Je pense que j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Bien sûr, une voiture vous attend pour vous emmener à l'hôtel quand vous serez prête. Nous avons réservé une suite au Beau Rivage. Charles y séjournait toujours lors de ses visites. Une autre pièce du puzzle se mit en place. La fidélité inexplicable de papa à cet hôtel particulier, malgré son coût. Ce n'était pas de l'extravagance. C'était la proximité de sa vie financière secrète. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, Monsieur Valois ajouta, une dernière chose, Mademoiselle Dubois. Votre père m'a fait promettre de vous dire ceci. La mallette n'a jamais été vide. Elle était remplie de tout ce qui compte. De nouvelles larmes me montèrent aux yeux alors que je reconnaissais une autre des leçons de vie de papa. Il avait eu raison, comme d'habitude. La mallette contenait exactement ce dont j'avais besoin. Non seulement le chemin vers la sécurité financière, mais aussi des rappels de ce qui comptait vraiment dans la vie. Le vol de retour vers Paris m'a donné le temps de réfléchir. La suite de l'hôtel avait été luxueuse au-delà de mon imagination, mais j'avais à peine dormi, mon esprit tourbillonnant de possibilités et de responsabilités. J'avais passé la matinée à la Banque nationale de Genève, récupérant le contenu du coffre-fort de mon père, un trésor de souvenirs exactement comme sa lettre l'avait décrit. Maintenant, alors que l'avion amorçait sa descente vers Charles de Gaulle, j'avais un plan qui se formait, pas une stratégie financière détaillée, cela viendrait plus tard avec une aide professionnelle, mais un plan sur la façon de gérer ma nouvelle réalité sans me perdre en chemin. Premièrement, je maintiendrai mon style de vie modeste tout en consultant des conseillers recommandés par Monsieur Valois. Pas d'achat tape à accent grave-l'œil, pas de changement spectaculaire qui alerterait ma famille de ma situation changée. Papa avait valorisé la discrétion. J'honorerais cela. Deuxièmement, je m'établirai discrètement comme directrice de ces fondations caritatives, en commençant par un don anonyme pour sauver le centre artistique communautaire en difficulté où j'enseignais des cours le week-end à des enfants de quartiers défavorisés. Il était menacé de fermeture en raison de coupes budgétaires. Un premier projet parfait. Troisièmement, je me donnerai le temps de faire mon deuil correctement de mon père, ce que je n'avais pas entièrement fait, secoué par la lecture du testament et ses conséquences. Mon immeuble semblait plus minable que jamais après l'opulence de Genève, mais c'était chez moi. J'ai ouvert ma porte pour trouver plusieurs messages vocaux clignotant sur mon téléphone fixe. Béné, c'est Olivia. Mère a remarqué que tu n'étais pas au travail hier. Prévois-tu une pathétique contestation juridique du testament? Parce que j'ai déjà parlé à nos avocats et tu n'as aucune chance. Accepte simplement que papa ne t'appréciait pas assez pour te laisser quoi que ce soit de valeur et passe à autre chose. Supprimer. Salut Serette, c'est Vanessa. Je voulais juste te faire savoir que j'organise une énorme pendaison de crémaillère une fois que mon appartement parisien sera meublé. Tout le gratin y sera. Je t'inviterai bien, mais tu sais, c'est un peu un événement exclusif. En plus, le billet d'avion pour Paris est si cher. Bref, je pensais juste te faire rager. Je veux dire, te tenir au courant. Bisous. Supprimer. Bénédicte, tes sœurs me disent que tu prévois une sorte d'action en justice concernant le testament de ton père. Ce serait à la fois futile et embarrassant pour toutes les personnes concernées. J'ai organisé un dîner de famille ce dimanche pour discuter de l'avenir financier de la famille. Comme tu n'as aucun intérêt dans cet avenir, ta présence n'est ni requise ni souhaitée. Supprimer. J'ai défait ma petite valise, plaçant soigneusement le contenu du coffre-fort de mon père sur mon étagère. Malgré les messages cruels, je me sentais étrangement calme. Pour la première fois de ma vie, je comprenais complètement mon père, à la fois sa personnalité publique et ses valeurs privées. Cette connaissance valait plus que n'importe quel héritage. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai vécu ma vie normale avec un changement significatif. J'ai donné ma démission à mon travail de design, citant le désir de me concentrer sur le travail en freelance et des projets personnels. Mon patron était déçu, mais a compris. J'y avais été de toute façon sous-évalué et sous-payé. Pendant ce temps, je travaillais en étroite collaboration avec l'équipe de Monsieur Valois via des visioconférences sécurisées, apprenant la gestion des investissements, les stratégies philanthropiques et la préservation du patrimoine. La Fondation Charles Dubois pour l'éducation artistique a fait sa première subvention, 5 millions d'euros pour sauver le centre artistique communautaire, à la condition qu'elle reste anonyme. Ma mère et mes sœurs ont continué leur parade de consommation ostentatoire sur les réseaux sociaux. La maison d'Olivia à Saint-Tropez, la virée shopping de Vanessa à Paris, les vastes rénovations de la maison de ma mère.
Chaque publication était plus ostentatoire que la précédente, souvent avec des pics subtils ou pas si subtils sur l'héritage familial et les héritiers méritants. J'ai gardé le silence, observant à distance comment elles dépensaient leurs héritages de 15 millions d'euros à un rythme alarmant. Selon les enquêtes discrètes de Monsieur Valois, Vanessa avait déjà flambé près de 20% du sien en seulement un mois. La confrontation a finalement eu lieu au dîner du 66e anniversaire de ma mère, un événement auquel je n'avais manifestement pas été invité jusqu'à ce qu'Olivia remarque que j'avais quitté mon emploi. « De quoi vis-tu exactement » a-t-elle exigé lorsqu'elle a appelé avec l'invitation à contre-cœur. « Tu ne peux pas t'attendre à ce que mère te soutienne maintenant que tu as décidé que travailler est en dessous de toi. »« J'ai assez économisé pour un moment », ai-je dit vaguement. « Et je fais du travail en freelance. » Sa suspicion était palpable, mais les apparences sociales étaient primordiales pour ma famille. Mieux valait m'avoir au dîner que d'avoir à expliquer mon absence à leur cercle social. Le restaurant était, comme on pouvait s'y attendre, exclusif. Un de ces endroits où les prix ne sont pas indiqués sur le menu parce que si vous devez demander, vous ne pouvez pas vous le permettre. Je suis arrivé dans une simple robe noire. Rien d'extravagant, mais assez élégante pour éviter d'embarrasser ma famille soucieuse de son statut. Eh bien, regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence, remarqua froidement ma mère alors que j'approchais de la table. Je pensais que tu serais trop occupée à être au chômage pour venir. Joyeux anniversaire, maman, ai-je répondu, en plaçant un petit cadeau emballé à côté de son assiette, une édition originale de son poète préféré que j'avais trouvé dans une librairie spécialisée. Avant ma visite à Genève, cela aurait représenté une dépense importante. Maintenant, c'était moins que les intérêts accumulés sur mes comptes en une seule heure. Dit-elle, sans prendre la peine de l'ouvrir. Vanessa nous racontait justement son nouveau cercle social parisien. Plusieurs membres de la petite noblesse européenne, n'est-ce pas, chérie ? Vanessa se lança dans un monologue rempli de noms que je n'écoutais qu'à moitié, observant plutôt comment ma famille interagissait. La compétition constante, les critiques voilées, les démonstrations d'affection performative à l'approche des serveurs. C'était épuisant à regarder. « Et toi, Béné ?» demanda Olivia pendant le dessert, son ton délibérément condescendant. « Comment se passe le chômage ? Tu as déjà trouvé un appartement moins cher ? » En fait, dis-je prudemment. J'ai fait quelques changements. Je me concentre sur des projets plus significatifs maintenant. Significatif, renifla ma mère. C'est comme ça qu'on appelle être fauché de nos jours ? Pas exactement. Je pris une gorgée d'eau, choisissant mes mots délibérément. J'ai créé une fondation pour l'éducation artistique. Nous venons de sauver le centre des arts communautaires de la rive gauche de la fermeture. Il y eut un moment de silence confus. Toi, quoi ? Réussit finalement à dire Olivia. Une fondation nécessite de l'argent, dit lentement ma mère. De l'argent que tu n'as pas. J'ai plus que vous ne le pensez. J'ai maintenu son regard, refusant d'être intimidé pour peut-être la première fois de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exigea Vanessa. Je pensais à la lettre de mon père, à ses avertissements sur leur réaction. Ça veut dire que papa m'a laissé plus qu'une simple mallette. L'explosion fut immédiate et exactement comme papa l'avait prédit. Accusation, exigence, menace d'action en justice. Le visage de ma mère se tordit de rage. Quoi que Charles t'ait laissé, cela appartient de droit à cette famille, siffla-t-elle. Tu vas nous le céder immédiatement. Non, dis-je simplement. Je ne le ferai pas, espèce de petite ingrate. Elle se reprit alors que le serveur approchait avec plus de champagne, composant instantanément ses traits en un sourire de société. Combien ? demanda Olivia sans détour une fois le serveur parti. Combien t'a-t-il laissé ? C'est entre papa et moi, répondis-je. Mais c'est venu avec des instructions spécifiques sur la façon dont cela devait être utilisé. Des instructions que j'ai l'intention d'honorer. Nous sommes aussi sa famille, génie Vanessa. Ce n'est pas juste si tu as eu plus. Je repensais à L3 se moquant de mon héritage sans valeur, riant de ma douleur, m'excluant de leur célébration. La vie n'est pas toujours juste, dis-je, faisant écho à l'une des phrases préférées de papa. Parfois, elle est juste. La voix de ma mère devint soudain mielleuse, un ton qu'elle réservait à la manipulation. Chérie, nous sommes juste surprises. La famille devrait partager avec la famille. Ton père aurait voulu ça. En fait, il a été très précis sur ses volontés. Je me levai,
plaçant ma serviette à côté de mon assiette. Et je dois les respecter. Si tu passes cette porte, menaça ma mère, tu ne fais plus partie de cette famille. Je la regardais vraiment, et je vis le vide derrière son maquillage parfait et ses vêtements de créateur. Je pensais aux mots de papa, l'argent ne change pas les gens. Il ne fait que les rendre plus de ce qu'ils étaient déjà. Je crois que nous savons toutes les deux que je n'en ai jamais vraiment fait partie, dis-je doucement, et je partis sans me retourner. 6 mois plus tard, je me tenais dans l'espace lumineux et aéré du centre du bois pour les arts créatifs nouvellement créés, regardant des enfants de tous horizons explorer la peinture, la sculpture et le design numérique. Le centre offrait des bourses complètes aux enfants talentueux de familles à faible revenu. Des enfants qui me rappelaient moi-même à cet âge, avec une créativité brûlante en eux, mais des ressources limitées pour l'exprimer. Ma vie s'était transformée, mais pas de la manière que ma famille aurait pu imaginer. Je vivais toujours simplement, bien que j'ai déménagé dans une maison de ville confortable avec un espace atelier pour mon propre article. Je travaillais plus dur que jamais, supervisant la fondation, créant des programmes de bourse, créant un fonds de capital risque pour les femmes entrepreneurs dans les domaines créatifs. Papa avait eu raison sur tout. La mallette n'avait pas été vide. Elle contenait précisément ce dont j'avais besoin, non seulement le chemin vers la sécurité financière, mais aussi des rappels de ce qui comptait vraiment, l'intégrité, la compassion et le courage de forger mon propre chemin. Quant à ma mère et mes sœurs, elles ont poursuivi leur vie de consommation ostentatoire, bien que j'ai entendu par des connaissances communes que leurs dépenses les rattrapaient. 15 millions ne durent pas éternellement, surtout quand on vit comme si c'était illimité. Parfois, je me demande si papa savait exactement comment les choses se dérouleraient, si son plan élaboré était conçu non seulement pour me tester, mais aussi pour me donner la chance de découvrir ma propre force. La mallette poussiéreuse avait semblé sans valeur, mais elle contenait le cadeau le plus précieux de tous, l'opportunité de créer un héritage significatif.